Il y a une de mes collègues qui m'avait demandé à son chevet. Sa fille m'avait appelé et elle dit « Elle ne veut que toi, son chevet, viendrais-tu? » Puis c'était pendant la COVID, je me rappelle, j'ai triché, là, je le dis là. Là, elle était prise d'angoisse, je me rappelle, elle avait peu de force, mais elle me tenait encore la main, puis elle me disait... Il y avait de la résistance. Il y avait de la résistance, elle comprenait, elle dit « J'ai peur, s'il vous plaît, essaie de me rassurer. » Vous écoutez le podcast « À ton chevet », un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast « À ton chevet ». Je m'ouvre à la lumière et je laisse ma confiance la propager. Souvent, au départ, je ressens les frissons du doute. Je sais que je n'ai que la lumière de ma confiance pour avancer, car celle de la certitude reste toujours immobile. Devant l'impasse ou un passage trop étroit, reviens à ta confiance ultérine essentielle à ta naissance. Ose te laisser guider par les poussées de ce qui veut naître. Je viens de vous lire un passage du magnifique livre de l'auteur François Gervais que j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui au podcast « À ton chevet ». Donc, on a eu le bonheur de s'entretenir sur son rôle de célébrant funéraire. On a pu aussi parler de ce livre, justement, qui s'appelle « S'ouvrir à la lumière » et qui a pour message d'apprendre à se détacher. Finalement, se détacher du regard des autres, du désir de performance, de la culpabilité, du matériel. Donc, toutes des choses qui, des fois, nous gardent en prison et qui ne permettent pas à la lumière de passer, celle qui vraiment nous nourrit pour nous donner accès au réel bonheur. Donc, moi, ça a été justement un réel bonheur de recevoir François aujourd'hui et d'avoir une magnifique conversation avec lui. À un point tel qu'à un moment donné, je lui ai même nommé à quel point je passais un beau moment avec lui et que j'étais dans la gratitude. Et avec le recul, je pense qu'à ce moment-là, justement, il y a eu de la lumière qui est arrivée sur moi et sur nous deux parce que, justement, j'habitais vraiment mon moment présent. Donc, je pense que vous aurez un plaisir incroyable à écouter cet épisode. Et je vous rappelle que nous sommes commandités par la Maison Cercan, qui a 3 organismes, dont un centre de soins palliatifs qui peut accueillir jusqu'à 12 personnes en fin de vie pour leur permettre de vivre leurs derniers jours dans la dignité. Il y a aussi Cercan en lui-même qui offre 3 services, donc un service d'accompagnement pour les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer, un service d'accompagnement pour les personnes endeuillées, donc avec des rencontres individuelles ou de groupe, et qui offre aussi des prothèses capillaires et mammaires. Et finalement, la Maison Cercan a une fondation qui ramasse des fonds pour subvenir à toutes les belles choses qu'ils mettent en place, dont un bal masqué qui aura lieu le 25 octobre. Donc, rendez-vous sur leur site Internet ou sur leur page Facebook pour avoir plus d'informations. Donc, pour l'instant, je vous laisse avec notre prochain épisode et je vous souhaite une belle fin de semaine. Aujourd'hui, je reçois François Gervais. Je suis très contente de te recevoir, François, au podcast. C'est un plaisir partagé. Ça va bien? Oui, ça va bien. Puis toi aussi? Oui. Nous, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai eu le plaisir de te connaître puis de te côtoyer pendant peut-être 2 ans. Mais il y a surtout une année où j'ai travaillé avec toi sur un projet. Projet Taxi. Oui, c'est ça. Dans une école secondaire auprès des jeunes. Puis moi, j'aimais beaucoup ça, avoir des conversations profondes avec toi parce que tu sais à quel point j'aime ça. Mais j'aimais ça aussi, te voir côtoyer les jeunes parce que je trouvais que tu étais très inspirant dans ta façon de les approcher. Puis, ouais, ça m'avait marqué, puis ça m'avait donné envie encore plus de les contaminer, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ouais, oui, moi c'est aussi une belle pour, contamination. Oui, c'est ça. Ah, tellement. Puis, tu sais, de leur donner envie de s'impliquer
dans ce qui leur appartient, c'est-à-dire sentir le monde dans lequel ils vivent, là, tu sais. Sentir qu'ils peuvent contribuer aussi à ce monde-là. Ouais. Donc, ben, dans le fond, ton titre, si on peut dire ça comme ça, tu fais encore ce travail-là aujourd'hui, Oui. mais là, il y a une fin qui approche. Oui, je vais tomber en demi-retraite à fin septembre. J'ai dit demi-retraite parce que c'était trop difficile pour moi, justement, de partir. On va parler des départs et de fin, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'était après 32 années à la même école, là, avec des gros projets, beaucoup de vécu. Et il m'a donné le temps aussi de passer le flambeau aux personnes. Ah oui. Donc, tu sais, dans le fond, on t'appelle animateur de la vie spirituelle puis de l'engagement communautaire. Donc, en fait, ton rôle auprès des jeunes, rapidement, ce serait comme... Bien, mon rôle, rapidement, c'est de les accompagner. Hein. Je suis vraiment comme un accompagnateur. On dit animateur, mais c'est souvent des jeunes qui s'animent eux-mêmes. Je suis là pour être une personne ressource, les aider à réaliser, à accomplir ce qu'ils souhaitent, puis leur permettre, c'est ça, de développer leurs compétences, puis de leur offrir les outils, le milieu, les opportunités également pour le faire. Donc. Oui, parce que là, c'est ça, aujourd'hui, on va pas forcément s'aventurer dans le domaine de l'éducation, quoique c'est un sujet super intéressant, mais je trouvais ça quand même important de mentionner que c'est là qu'on avait fait connaissance, puis c'est pour ça que j'avais pensé à toi, parce que moi, j'ai comme toujours su que tu avais plusieurs chapeaux, mais il y en a un que je connaissais pas. Donc, quand je dis plusieurs chapeaux, ben, t'es auteur. Oui. T'as écrit 16 livres. 16 livres. 16 livres, dont un dont on va parler tantôt, qui va être publié prochainement, le 26 août. Oui. Donc, je sais pas si au moment où l'épisode va être diffusé, ça va déjà être disponible. D'après moi, oui. Mais on peut le montrer à la caméra. Alors, il s'appelle « S'ouvrir à la lumière ». Tu sais, donc, déjà, il y a quelque chose qui appelle au thème du podcast qui est la mort, tu sais, qui est la fin. Et ce que moi, j'ai appris récemment, c'est que tu étais aussi célébrant funéraire. Oui. Donc, j'aurais envie qu'on commence avec ça aujourd'hui, le podcast, puis que tu me racontes, tu sais, comment t'en es arrivé à avoir ce rôle-là, et peut-être que tu m'expliques aussi en quoi ça consiste à être célébrant funéraire. Puis après, on fera un passage vers ton livre, là. Oui, bien, c'est une belle histoire. En fait, même nous, notre réseau, notre association, parce qu'on est membre, on reçoit une formation, puis on est membre d'une association, on s'appelle les Célébrants de vie. OK. Parce que pour nous, on célèbre la vie, on ne célèbre pas la mort. On célèbre tout ce que la personne a été pour les gens qui restent et tout ce que la personne va rester aussi. Parce que tout ne disparaît pas pour ça qu'on s'appelle les célébrants de vie. L'idée est venue, j'ai eu une demande d'une ancienne élève avec qui, justement, tantôt, dans ton introduction, tu disais que j'accompagnais les élèves et il y avait eu un décès d'une personne proche, puis elle m'avait demandé est-ce que tu viendrais à célébrer, puis nous aider pour la célébration. À ce moment-là, je me disais, moi, j'ai pas de formation spécifique et tout ça, puis je me dis, je pense que j'irai me chercher ça, c'est peut-être quelque chose. C'est déjà, je reçois un appel des personnes. Alors, c'était le déclencheur, je dirais, d'aller là. Et aussi, j'ai eu des amis qui ont passé le passage du site, donc de fin de vie, qui m'avaient demandé d'être à leur chevet pour leur dernier moment. Fait que tout ça m'a dit, ça serait le fun d'aller m'outiller davantage, raffiner l'approche. OK. Puis, dis-moi, quand on est célébrant de fin de vie, c'est de fin de vie, excuse-moi, quand on est célébrant funéraire, quel type de demande on se fait faire? Est-ce que c'est nécessairement en lien avec l'Église catholique ou... Non. Okay. Non, en partant, on veut être vraiment universel, on s'adapte à la personne. J'ai animé plusieurs déjà cérémonies et ça a pris des couleurs fort différentes. Il y en a que c'est à l'intérieur, il y en a que c'est dans un centre funéraire, il y en a que c'est à l'extérieur. Le tout dernier cet été, on l'a fait à l'extérieur, dans le lieu du défunt. Okay. Et 1 an et demi après le décès. OK. Au moment où la veuve se sentait prête. Elle disait, je ne l'aurais pas vécu pleinement, je voulais vraiment attendre. On a fait le rituel à l'extérieur et on est là. Moi, je suis là pour aider les personnes, donc des endeuillés, à préparer eux-mêmes
OK. la célébration. Là OK. aussi, je suis accompagnateur. OK. J'arrive pas avec un kit, là. Voici comment Non, on c'est fait. ça. Alors, on l'a créé. Ou un kit où, tu sais, de les presser, dire, OK, ben il vient de décéder, il faut faire ça dans 3 semaines, Non. là, tu sais. On attend. Et moi, je vais rencontrer les personnes à quelques reprises avant pour aussi apprendre à connaître la personne qui est décédée. M'en imprégner, ça va m'aider au niveau de l'animation. Alors, c'est une expérience intime. Hein. Je rentre pratiquement dans la famille, même si on ne se connaît pas ou c'est des étrangers. Ah, mais c'est sûr que tu le fais très bien. Je vais accepter des contrats où les personnes veulent s'investir et s'engager. Alors, quelqu'un me dit, regarde, on veut telle affaire, puis il arrive venu avec de quoi tout fait, puis qui ne participe pas. Je vais leur dire d'aller chercher de l'aide ailleurs, d'aller chercher une autre ressource. Pour moi, c'est important, c'est une démarche. Puis, ça fait partie du deuil aussi. Donc, c'est une démarche active, on se met en action dans notre deuil. Fait qu'il y a tout l'accompagnement qui est fait là-dedans. C'est fort riche. Il peut y avoir des rites catholiques. Ça peut arriver si les personnes sont croyantes et tout ça. C'est correct qu'on y va d'une façon avec les croyances de la personne décédée et des personnes qui restent là. Oui, parce que de toute façon, à l'époque d'aujourd'hui, on n'est plus forcément... tout le monde a ses croyances, tout le monde a ses... Puis c'est important de vraiment y aller avec ce que la personne qui est décédée portait en elle, là, tu sais. Mais il y a une ouverture à la spiritualité, même chez les personnes athées, là. Regardez, les gens qui ont été blessés aussi au niveau de la religion. C'est des moments où le sens et la spiritualité, là, c'est quelque chose qui devient pertinent. Oui. Ah, puis ça doit être touchant. Puis tu sais, tu parlais de faire une cérémonie, la dernière que tu as fait cet été, dans le lieu du défunt. Ça, c'était dehors, dans sa cour. Il y avait des arbres, tu sais, ça devait être magnifique dans la nature. D'ailleurs, l'arbre a fait partie d'un rituel. J'avais proposé à la personne d'acheter un arbuste qu'elle souhaitait pour enraciner la personne qui était décédée sur sa terre. Le trou était fait d'avance, évidemment, et les gens étaient, à mesure qu'ils mettaient la main au-dessus de l'urne pour un dernier au revoir, étaient invités à mettre quelques gouttes d'eau aux racines de la plante pour dire, la relation va continuer de grandir, mais à un autre endroit. Je trouve ça tellement beau, là. Parfait. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait souvent appel à toi pour... Souvent, pour le moment, je n'ai pas fait beaucoup de publicité parce que je veux pas... En même temps, c'est difficile. Hein? On s'imprègne. Moi, je m'investis beaucoup. Je n'irai pas en animer 2. Il y a mes collègues qui le font, deux dans la même journée. Moi, je ne serai pas capable parce qu'après, je suis fatigué. Je suis épuisé. C'est quand même assez émotif. Même si on ne connaît pas la personne, on est imprégné de toutes les émotions. Des fois, il y a des enfants aussi. Alors, on est imprégné parce qu'on est amour. Oui. Tu sais, dans le sens où ça nous touche. Tu sais. Exactement. Fait que je ne veux pas faire ça comme une usine à saucisses, fait que je vais un rythme là, qui est raisonnable pour moi. Fait que c'est de bouche à oreille que ça se fait là, tout doucement. Là. Ah, super. Puis là, on est ici, on a fait une petite introduction en parlant de ça, mais j'avais vraiment envie qu'on parle du livre qui va sortir le 26 août. Et moi, ce que j'ai vu en lisant, parce que j'ai fait mes petites recherches avant, ce que je lisais avant dans le synopsis, là, je ne sais pas comment il appelle ça. Là. Exactement, dans la présentation. Il avait appelé vers le détachement comme passage vers l'existence. Ça m'a parlé. Oui, ça peut sembler paradoxal. D'ailleurs, le livre va aborder beaucoup le détachement, le laisser-aller, le dépouillement, le délestage pour une plus grande liberté. Il nous amène à voyager léger et pour plus d'existence. Alors, pour être moins cramponné et vivre d'une façon où on tient à tout, et on finit par écraser ce qu'on voudrait avoir. Alors, c'est vraiment... Et cette vie-là, en apprentissage, parce que c'est un processus, on ne peut pas acquérir ça en 2 mois. Là. Les gens qui voudraient, je vais prendre le livre, puis moi, en 2 mois, je suis capable de tout délester. Non, il faut être sérieux, c'est un idéal auquel on tend, mais ça nous prépare au plus grand détachement, qui est la fin de notre vie. Qui est notre seule certitude qu'on a dans la vie, là, parce qu'on est à la recherche de certitude, on est à la recherche... pourtant, c'est notre seule certitude, mais on n'a pas envie de penser à ça. Non.
Et souvent, c'est ça, on peut même être dans le déni que ça va arriver, tu sais, puis on oublie. Et ça va être drôle à dire, je trouve ça beau, la mort. Il y a quelque chose de beau dans la mort. En fait, parce que moi, je crois pas que la mort, c'est le néant. C'est plutôt, c'est pas ça que je dis s'ouvrir à la lumière. Pour moi, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose, c'est un mystère, oui, puis ça peut nous effrayer parce qu'on ne le sait pas. Mais pour moi, c'est pas quelque chose que tout disparaît, là. C'est parce que t'as une confiance aussi, pour toi, il y aurait comme quelque chose qui se poursuivrait. Ben oui, Après et même dans ce la vie passage-là, présente, tu sais. on a des signes que... je vais te donner un exemple. On ne s'est pas vu depuis, je sais pas depuis combien de temps. La dernière fois. 2 ans, Depuis 2 ans. ouais. Donc, physiquement, je n'étais pas dans ta vie. C'est vrai. Et pourtant, j'y étais. J'y étais puisque tu as senti le besoin de faire appel à moi pour ça. Et donc, je continue à être là, à t'inspirer, à être bon, à être présent. Ben, les personnes qui nous quittent, et quand on va quitter aussi les personnes, ça va être pareil. Tout s'envole pas comme ça. On peut les réentendre parler. On regarde autour de nous, il y a des choses qui vont nous rappeler la présence des personnes qui sont parties. Les histoires qu'on va se raconter à propos de ces personnes-là, les souvenirs et tout. On ne sera plus jamais la même personne parce qu'on a rencontré cette personne-là dans notre vie, parce qu'on a marché un bout de temps, peu importe la durée comme de la si marche chaque commune. rencontre qu'on fait nous transforme un petit peu. Oui. Je trouve ça tellement... Oui, nous sculpte, hein? C'est notre sculpture qui prend forme, mais qui continue aussi. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont plus là dans notre vie physiquement vont continuer à nous façonner, sans être présents physiquement. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai souvent, moi, ressenti une culpabilité des fois quand des amitiés prenaient fin, parce que dans une vie, on rencontre beaucoup de monde, mais on dirait que je me disais ça justement, ben ça a pris fin justement physiquement, on s'appelle plus, on se voit plus, mais cette relation-là m'a apporté quelque chose et cette personne-là qui est passée dans ma vie demeure dans mon histoire. Oui, puis même s'il n'y a rien qui a décidé cette séparation-là, l'amitié n'est pas morte pour autant. OK, elle n'est plus entretenue en termes de rencontres et de fréquentation, mais elle ne meurt pas dans le sens de... Il n'y a plus rien, là, qu'elle n'existe plus. C'est dans le sens d'existence. Cette relation-là continue d'exister. Si tu me permets une petite anecdote. Bien sûr, vas-y. Un des plus beaux compliments que j'ai reçus d'une élève, c'était que je la voyais plus depuis 2 ans. Je l'avais vue à la fin de sa 3e secondaire. Puis là, je pensais que je l'avais froissée, que je l'avais fâchée. C'est pour ça qu'elle venait plus me voir comme confident. Alors, je l'arrête dans le corridor, m'en en disant « J'aimerais ça te revoir. » Fait qu'elle vient me revoir, je dis... Écoute, si je t'ai blessé, j'aimerais ça que tu me le dises, puis tu me permettes de m'excuser. Puis là, elle paraît, elle dit, ben non. Puis tu sais, on se voyait, puis là, on se voit plus. Puis là, je dis, il y a peut-être quelque chose que fait. Elle dit, ah ben non. Puis là, toute souriante, elle dit, c'est parce que maintenant, je ne sens plus le besoin que tu sois là physiquement. Parce que quand il arrive quelque chose, je pense à toi, puis je me souviens de tout ce que tu me dis. Puis c'est comme si je t'entends me parler. Ben oui. Je t'envoie. Alors, je n'ai plus besoin. Et c'est drôle parce qu'elle m'a allumé. Je dis, ben oui, mais c'est ça l'idéal. C'est ça, aimer avec détachement. C'est que les personnes n'aient plus besoin qu'on soit là physiquement. Aimer avec détachement. Oui, même jusque-là, c'est ça. C'est pas évident, aimer avec détachement. C'est vrai, hein? Oui. C'est complètement vrai. Mais c'est magnifique, cette anecdote-là. Oui, puis moi, ça me nourrit. C'est pour ça que je continue à investir beaucoup dans ma relation avec les jeunes, parce que j'ai appris à les aimer avec détachement. J'ai pas le choix, de toute façon, je sais qu'ils vont me quitter. Oui. Je sais que je ne suis que de passage. Oui. Mais je veux pas que ça m'arrête mon investissement. Oui. Attends, non, après ça va faire mal. Il va y avoir, tu sais, bon... Mais ça m'allume aussi parce que je suis toujours surprise d'avoir encore des élèves, moi, qui m'écrivent, que j'ai eu, tu sais, des fois, il y a 10 ans, tu sais, d'ailleurs, j'en ai reçu une sur le podcast à qui j'avais enseigné il y a 10 ans, puis des fois, on n'a pas conscience à quel point on peut avoir marqué des gens puis je pense que c'est dans cet amour inconditionnel-là qu'on offre, où on n'a pas d'attente, justement, puis c'est complètement... c'est l'espérance. Okay? C'est l'espérance qui nous anime, puis on n'est pas conscient à quel point on reste vivant pour les personnes qu'on ne voit plus.
Et moi, j'appelle ça, encore là, j'appelle ça le phénomène IGA, là. Je vais m'expliquer un petit peu l'anecdote. C'est qu'à peu près à chaque année, au mois de décembre, proche de Noël, sur le comptoir à viande, pas loin de un comptoir IGA, il y a un parent ou un ancien élève qui m'arrête, puis c'est ça, qui me témoigne de quelque chose qui était bien important dans sa vie. Mais je me dis, c'est une grâce, c'est un cadeau, parce qu'on aurait pu ne pas se rencontrer. Bien sûr. Et j'aurais pu ne jamais le savoir. Mm-hmm. Et je me suis dit, il y a plein de choses comme ça que je ne sais pas et qui existent. Alors, je ne sais pas si tu vois le lien avec la mort. Complètement. Il y a quelque chose qui continue à être là, sans des fois que j'en sois conscient. Ouais. Mais c'est vivant et c'est là. Parce que tu n'as pas toujours cette rencontre ou IGA qui est présente ou peu importe, tu sais. Ah, j'aime ça, le phénomène IGA. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Puis, tu sais, je te ramène au livre, François. J'avais lu que tu avais eu cette espèce de détachement en te promenant dans la nature. Ah oui. En faisant une marche, méditative en forêt. En fait, ce livre-là, c'est un imprévu. J'adore ces rendez-vous-là imprévus de la vie. Hein? J'appelle ça des gratuités. Fait que oui, c'est un lieu que je connais bien, puis je m'en vais prendre une marche, mais cette fois-ci, c'est début novembre. Alors, une marche en forêt, puis je réalise que c'est plaisant, les marches en forêt en début de novembre, puis il n'y a pas d'insectes. La température est agréable, tu sais, c'est juste un peu frais. Il y a encore un peu de couleur. Il y a encore un peu de couleur, on marche sur les feuilles et tout ça. Alors, je suis allé en forêt dans la région de la Nodière, et une bonne marche. Puis là, à un moment donné, j'ai été comme surpris, parce que en arrêtant ma marche, j'ai réalisé que c'était silencieux. Justement, pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de vent, pas rien qui bouge dans les arbres. Puis quand j'arrêtais de bouger, assez comme j'avais l'impression d'avoir des écouteurs. Hein? Quand on se met des écouteurs, puis le silence son, absolu. Un silence absolu. Puis là, j'ai vécu un moment de plein. Hein? Dans ce vide-là de bruit. Un moment de plein? Oui, un moment de plénitude. Et c'était un temps de grâce, c'était très, très, très fort. Fait qu'un moment où on est rempli malgré le vide de son. Oui, tu sais? Exactement. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça « s'ouvrir ». Parce que ces conditions-là m'ont amené à une ouverture. Des fois, on reproche de ne pas avoir, alors qu'on n'est pas disponible. Parce qu'on accorde, des fois bien malgré nous, de l'importance à des pensées qui, tu sais, puis ça, bon, en tout cas... Exactement. Moi, j'avais lu Eckhart Tolle, là, Le pouvoir du moment présent, tu sais, puis... oui, ça m'avait, tu sais, toute l'énergie inutile qu'on dépense des fois pour... et c'est vrai que quand on s'arrête et qu'on se rend disponible, on est plus conscient de ce qui se passe autour de nous, tu sais. Puis là, toi, ta disponibilité t'a permis de voir... Ben oui. J'aurais pas essayé d'être dans un endroit, une table, mon bureau, pour essayer de me concentrer pour écrire, puis bon, ça ne sera pas venu. Et là, je m'en vais là sans un plan d'écriture, et il y a un livre au complet qui quand je suis revenu de ma marche, je me suis assis en 3-4 jours. C'est un livre c'est ça, qui est écrit très, très, très vite, là. Évidemment, après ça, on l'a façonné, on l'a rendu accessible, on l'a mis en ordre, bon, tout ça, c'était plus ça qui était long, mais le premier jet, là, ça a coulé, là, oui, là, sans trop d'efforts. Là. Puis comment t'expliques ça? Moi, parce que je trouve ça intéressant, ça. Puis, tu sais, je veux pas comparer à ça, mais tu sais, je te parlais d'Eckhart Tolle. C'est correct, là. Si, ben oui. Je me rappelle plus du nom de cet auteur-là, mais tu sais, Conversation avec Dieu. C'était un homme aussi qui avait écrit d'un trait, là. Puis, je trouve ça intéressant, ça, quand il y a comme quelque chose qui monte puis qui doit sortir, qui est plus gros que toi, presque. C'est-tu plus grand que toi? Oui, j'appelle ça, effectivement, aussi, c'est une ouverture à quelque chose de plus grand que soi. T'sais? Parce qu'à la fois, on est, comment je dirais ça, ce qu'on vit, c'est précieux et c'est d'une grande richesse, mais d'un autre côté, dans l'univers, c'est rien. Quand on n'est même pas capable d'imaginer la grandeur de l'univers. On parle des milliards d'années-lumière. Alors, c'est une vitesse qu'on n'est même pas capable d'atteindre. Puis on sait que... Alors, on est qui dans ce vaste univers-là? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui me dépasse, mais en même temps qui me fascine. Ça ne me fait pas peur. Et c'est pour ça aussi que j'ai rajouté le mot humain. C'est que dans l'univers... Pour moi,
ce qu'on appelle Dieu, c'est une présence de lumière. On en a essayé d'en faire une forme humaine, n'importe quoi. Ça sera toujours autrement que ce qu'on peut imaginer. Fait que pour moi, on ne peut pas imaginer Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... on ne peut même pas s'en faire une idée. On peut le ressentir, on peut vivre, on peut en faire une expérience, par contre. Tu vois, pour moi, Dieu, c'est l'amour. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est toujours... Puis vraiment, des fois, de me dire qu'est-ce que l'amour ferait à ma place. Tu sais, quand je trouve ça difficile ou que... Et c'est toujours là que j'ai les meilleures réponses. T'sais. Mais je pense qu'il y a un chapitre sur l'amour dedans, spécifiquement, qui va te faire du bien. OK. Oui, je pense que tu vas reconnaître l'amour comme lumière aussi. En fait, l'amour qui permet à la lumière de passer. Mais toujours un amour détaché. Fait que ce qui n'est pas facile non plus. Là. OK. Donc, ce livre-là, dans le fond, ceux qui se le procureraient, qu'est-ce que ça pourrait comme leur apporter, tu sais? Là, on a parlé de comment tu as eu l'éveil pour l'écrire, on a parlé un peu du passage que moi j'avais... Bien, je dirais que c'est un accompagnement tout en douceur. Parce que j'insiste beaucoup là-dedans au niveau du rythme, puis que ça soit une décision personnelle. Il y a un chapitre sur la culpabilité aussi, qui nous contraint, donc pour se libérer. Il y en a un sur le pardon. Enfin, tout ce qui est le plus lourd contraint dans notre vie. Alors, mais ce n'est pas un mandat de dire, ben il va falloir que j'atteigne tel niveau, il va falloir que je sois capable de faire mes pardons que je ne réussis pas à faire depuis le début de ma vie. Là. Et non, il n'y a pas d'échéancier ici. Là. C'est un rythme, c'est une direction. Alors, c'est un choix de est-ce que j'ai envie d'aller vers? Puis j'atteindrai la destination? Je ne sais pas. Ben, c'est de faire confiance au processus après. De toute façon. De dire oui au processus. C'est ça. Puis le reste d'être ouvert. De faire confiance. Puis c'est ça, c'est d'être ouvert là. Ouais. La personne ne sentira pas une pression. Au contraire, l'idée du livre, c'est enlever la pression. Okay. C'est un livre qui travaille beaucoup, beaucoup à enlever la pression, donc de relâcher. C'est pour ça que je parle de relâchement, de détachement, c'est tout ça, là. C'est pas dans le sens de perdre, c'est dans le sens de permettre de gagner. Pour essayer de le comprendre, j'ai une belle image d'un film qui est peut-être plus ma génération va s'en souvenir, ça s'appelle Mission. Le film, c'est un très, très beau film. C'est Robert De Niro qui joue là-dedans, entre autres. Et c'est basé sur une histoire vécue. Et c'est un ancien guerrier et tout ça. Puis il s'en veut parce qu'il a tué son frère, qui a eu une relation avec sa femme, bon, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'image qui est belle, c'est qu'il décide de rentrer une espèce de pèlerinage et tout ça, puis d'aller aider une communauté religieuse dans ce qui représente aujourd'hui à peu près le Brésil en mission. Et il transporte toute son armure. OK. Dans la jungle. OK. Dans la jungle amazonienne. Puis là, il y en a un qui dit au frère, lui donc, il n'a pas besoin de son armure. Puis là, il escalade, puis il traîne son armure, Il dit, il va lâcher son armure quand il va être prêt. Pour le moment, il s'imagine que c'est nécessaire. Qu'il en a besoin. À un moment donné, quand il va se rendre compte que c'est lui qui est s'auto-puni, qu'il n'y a personne qui lui en veut, il va. Mais on ne peut pas le décider à sa place. Donc, la culpabilité, la honte. Oui. Ça serait un peu l'armure qu'on porte. Ben, l'armure... L'armure qu'on s'impose. Qu'on s'impose. Qui vient... on s'imagine des fois que ça vient de l'extérieur, ça vient des jugements des autres. Non, on se l'impose. Puis un thème récurrent dans le livre, c'est l'acceptation de nos conditions humaines. De ce qui est. De ce qui est. On a beaucoup de difficultés à s'accepter humain. On se voudrait Dieu souvent. T'sais. Donc, on est dur envers nos erreurs. On est dur quand « Ah, j'aurais donc dû ». Ben non, ça se peut pas, le « j'aurais donc dû ». Parce que si tu l'avais su, tu avais eu les conditions de le savoir, évidemment, tu aurais agi autrement. Si tu agis ainsi, c'est parce qu'à ce moment-là, tu agis dans le meilleur que tu croyais avec les éléments que tu avais à ce moment-là. Alors, tu ne peux pas t'en vouloir de quelque chose que tu ne pouvais pas faire, qui est facile après avec le recul, de dire « Ah, ben, j'aurais dû... » Mais au moment où, non. Puis, toutes nos limites et nos conditions humaines, c'est pour ça que j'utilise beaucoup, pour moi, l'image de Jésus, parce que c'est une personnalité, c'est une personne qui a dans son vécu, dans sa cohérence, nous donne de bons exemples par rapport à ça. Parce qu'on le dit fils de Dieu,
Et pourtant, il ne s'est pas imposé ce que nous, on s'impose. Quand il est mort, il restait encore beaucoup de pauvres, il restait encore beaucoup de malades pas guéris, il restait... son bilan, là, il n'est pas tellement positif. Là. Non, mais il y avait à guérir les personnes qu'il rencontrait, pas la planète en entière. Il ne s'est pas imposé, même si on le dit Fils de Dieu, il ne s'est pas imposé ça. Puis je fais le lien avec la mort. Pour moi aussi, c'est une belle image de ma conception. En fait, il est devenu vivant après qu'on l'ait crucifié. C'est vrai, hein? C'est vrai, ça. C'est un inconnu, c'est un charpentier, c'était un... Hein? Tout le monde s'en foutait ou presque, à part les quelques autorités religieuses auxquelles il agaçait, là, mais il a fini par influencer l'histoire. Hein? C'est l'histoire planétaire, là, pratiquement. Là. À travers ça... Après qu'on lui ait dit qu'il était mort. Là. Mais c'est là qu'il est devenu vivant, puis qu'il a transformé le monde. Quand je dis que les gens, quand tu quittes ta mission, ça n'arrête pas là. Vraiment. Il y a quelque chose qui se poursuit, mais différemment. C'est peut-être ça, des fois. Peut-être qu'on a peur que les choses restent pas telles qu'on les connaît. Tu sais, c'est sûr, ça me fait penser, là, François, à des gens qui auraient vécu, il y en a qui croient à ça, il y en a qui croient pas à ça. Expérience de mort imminente, OK? Donc, les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, ils vont raconter ça après, puis ces gens-là, souvent, vont dire « Mais je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai vécu parce que c'est rien avec ce qu'on connaît ici. » Il n'y a pas de point de repère. Il n'y a pas de repère, tu sais. Non. Donc, c'est très dur. Puis c'est une expérience, c'est pas une connaissance. C'est ça, exactement. Ça se transmet mais pas, on une a expérience. besoin tellement, des fois, de juste... tu sais, même tantôt, j'en reviens à quand tu parlais de Dieu, tu sais, c'est qui a décidé que Dieu, il était sous forme humaine, là, tu sais. Ben non, puis on lui attribue un genre. C'est ça, il n'y a pas de genre. Ben non, c'est ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de genre. C'est un peu drôle, là, on est allé avec nos... Enfin, on le définit avec nos repères qui sont très, très, très limités par rapport... Mais comme si on détenait la vérité, au fond. Ben non. Mais d'avoir l'humilité de dire, ben, je le sais pas, puis je transforme ça en espérance, puis en confiance que je vais découvrir autre chose, puis que... Est-ce que c'est un livre que les gens en fin de vie peuvent trouver... Oui, en raison des exemples, et surtout qu'en fait, ils vont faire un peu le bilan de leur vie, puis ils vont les aider à préparer à l'étape suivante. Puis là aussi, je vais te conter une petite anecdote. Il y a une de mes collègues qui m'avait demandé à son chevet. Sa fille m'avait appelé, puis elle dit « Elle ne veut que toi, son chevet, viendrais-tu? » Puis c'était pendant la COVID, je me rappelle, j'ai triché, là, je le dis, là. Personne t'en veut. Parce qu'on n'avait pas de droit aux visites, mais pour mourir, là, tu sais. Fait que, elle ne me transmettra pas la COVID non plus, et pour mourir. Fait que je suis allé, puis là, elle était prise d'angoisse. Je me rappelle, elle avait peu de force, mais elle me tenait encore la main, puis elle me disait... Il y avait de la résistance. Il y avait des résistants, elle comprenait, elle dit « J'ai peur, s'il vous plaît, essaie de me rassurer. » Puis là, sur le coup, j'ai été comme 10 secondes en disant « Attends une minute, comment je me suis senti un peu impuissant, puis un blanc, là. » Et là, elle avait il y avait la petite fille, parce qu'elle était chez sa fille, nous en est. Puis la porte était comme semi-fermée, et sa toute petite fille, elle a ouvert, puis elle est venue, puis là, j'ai entendu sa mère, « Non, viens-t'en. » Puis là, j'ai allumé. Puis je dis, la réponse à ta question, le réconfort que tu cherchais, de la rassurance, c'est ta petite fille qui vient de te l'apporter. Regarde l'attitude de ta petite fille, OK? Elle a même pas 3 ans encore. Elle fait confiance à sa mère. Elle est devant l'inconnu, elle ne sait pas ce qui l'attend dans la vie, là. Mais elle est pleine de quiétude, de confiance, de joie de vivre, elle vit dans l'espérance, sans s'exiger de savoir ce qui s'en vient. Puis à l'air, elle s'en fout pas mal. Hein. Elle joue, puis elle rit. Regarde, on l'entend rire, là. Et pourtant, on ne sait pas. Elle est face à l'inconnu, mais elle fait confiance à l'amour. À l'amour de sa ses parents, de toi, qui est là. Tu sais, regarde, elle voulait venir te voir, tout ça. Fait que c'est ça qui t'attend. Tout est possible. C'est ça qui t'attend. Si tu es né comme ça, pourquoi tu ne mourrais pas comme ça? Oh, wow! Et puis c'est comme le retour aussi, tu sais, parce que je pense qu'il y a un retour à l'enfance aussi, là, ben oui. Au final, mais c'était de la ramener, de la connecter à ça. C'est comme si tu avais
t'avais reconnecté cette femme-là à Puis cette, c'est ça. j'ai envie de dire innocence, là, mais dans le positif, là. Ben, innocence en sens de permettre une brèche d'ouverture en Oui. disant oui, oui. Puis cette ouverture-là peut être parce que des fois, on peut vouloir de la tête, là. Moi, Ouais. je sais raisonnablement, puis des fois, on lit des livres, oui, je sais que bon, c'est ça qu'il faudrait, mais j'arrive pas à m'en convaincre. Ça passe pas. Mm. Ben, c'est ça passe pas parce que il faut. L'ouverture va venir avec l'espérance Ouais. et de l'amour. L'amour va permettre. Puis l'ennemi de OK. l'amour, c'est la peur. Ouais, ouais. Tu sais, c'est la peur, souvent, là, qui amène tout le négatif, la colère, la guerre, bon, en tout cas, on est mythe, là. Mhm. Mais cette peur-là, c'est ça, des fois, qui nous met dans des états de résistance comme ça, tu sais. Puis c'est vrai que les enfants sont pas encore, tu sais, je reprends un mot qu'on a dit au début, sont pas encore contaminés, des fois, par la peur. Non, pas. Non, effectivement, c'est plus tard qu'on finit, Ouais. puis qu'ils vont finir par avoir peur de la mort et tout ça, puis peur de Ouais. l'inconnu, mais rendu là, ils croient à la présence rassurante de l'amour. Ouais, T'sais. ouais. De toute façon, maman est là. Ouais. Pourquoi nous, on se dirait pas de toute façon, Dieu est là? Oui, oui. De toute C'est façon, ça. l'amour... Ben, oui, moi, je disais, le Dieu, pour moi, c'est oui, l'amour. mais Ben, de toute façon, c'est l'amour clair. est Oui, là, oui. tu sais, ouais. T'sais. Ah, merci, François. Ouais, là, tu vois, en ce moment, là, je vis un moment de gratitude. Je suis vraiment contente d'être avec toi. Ben, merci, puis, c'est un moment de gratitude partagé. Hein? Ouais, Je te l'avais dit même avant, quand tu m'invitais, ça va être un beau moment mais, qu'on va mais vivre là, ensemble. on est dedans, puis je le vis, puis là, je suis dans mon moment présent, Ouais, tu sais, c'est ça. vraiment. Ah, je suis contente. Puis est-ce que, tu sais, là, tu nous racontes une anecdote que tu as vécue avec cette femme-là. Est-ce que tu en as d'autres, des histoires où tu as accompagné des gens en fin de vie, tu sais? Oui, ben ça c'est toujours pas... Des fois, j'y vais en confiance parce que je me prétends pas un expert du tout, puis j'y vais avec beaucoup d'humilité, puis des fois, je vais dire, je m'en vais vers la personne, je vais dire, qu'est-ce que je vais faire quand je vais lui dire, qu'est-ce que... Puis après coup, je dis, non, laisse, ça viendra au moment où ça va venir. C'est Soit ça. simplement. Fait que c'est différent d'une personne à l'autre parce que les personnes aussi sont différentes. Fait il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas... Oui, il y a une part d'inconnu, puis il faut y aller avec confiance, puis avec amour, puis se disant, ben ce qui sera utile à ce moment, la lumière dont la personne a besoin, ben je veux juste être ce canal-là. Mon rôle, c'est d'être un canal. Parce que c'est pas moi qui ai la lumière, là, tu sais. J'ai pas cette prétention-là, mais quand même, j'ai la conviction que je peux, on a ce pouvoir-là d'être un canal. Fait que pour permettre à la lumière de passer jusqu'à l'autre, là. Mais des fois, tu sais, simplement par la présence, tu sais, puis je pense que toi, tu sais, même si t'es très humble, t'es une personne qui amène beaucoup le calme aussi, la douceur, l'espèce de tu sais, puis ça, ben, tu sais, en étant conscient de ça, en allant là-bas avec humilité, rencontrer ces gens-là, puis avec la personne que t'es simplement, tu sais, puis, tu sais, comme moi, quand j'enseignais avec qu'est-ce que j'étais. Exactement. Je veux dire, je jouais pas un personnage, j'étais pas dans la performance. De toute façon, quand on est dans la performance, on est fatigué après. Oui, puis les élèves s'en rendent compte de toute façon. Exactement. Donc, ça serait un peu la même chose on quand peut pas tricher, tricher comme ça. Puis je dirais qu'il y a quelque chose peut-être qui est commun quand on accompagne les personnes à la fin de vie, puis même au niveau des endeuillés, c'est que les personnes à la fin de vie, ils réalisent ce qui compte. Ils réalisent ce qui compte, c'est tout ce qu'ils ne croyaient pas qui comptait. T'sais, on est un petit peu étrange, nous autres, parce que tu viens du monde de l'éducation, puis j'arrête pas de le dire, on évalue ce qui compte pas. Parce que ce qui compte vraiment, puis je comprends qu'on ne peut pas évaluer ce qui compte vraiment, parce que ça ne s'évalue pas et ça ne se compte pas. Parce qu'en soi, ça compte. Là, je vais m'expliquer parce que là, les gens vont dire... Non, mais ouais, moi, je te suis, mais vas-y, explique-toi. Moi, c'est que je sais où ce qui compte, c'est ta relation avec l'élève. C'est ce que tu as allumé, c'est le canal que tu as été. C'est pas les connaissances qui, de toute façon, tôt ou tard, il va oublier. OK, que tu vas évaluer éventuellement, mais si tu vas évaluer ce qui ne restera pas. Mais ce qui compte, c'est ce qui reste.
Mm. Oui, parce qu'on va évaluer un examen où l'élève va avoir appris par cœur pendant 2 jours, là, comme un automate. Et ça me fait penser à moi quand je montais des spectacles à partir de ce que les élèves avaient envie de dire, à partir de ce qui les préoccupait. Bien, c'est des spectacles desquels je me fais encore parler aujourd'hui par les élèves. Donc, c'est vrai que ben, des spectacles, des expériences de création théâtrale, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas juste le résultat de la présentation théâtrale, c'était aussi tout le processus. Non, puis effectivement, c'est pas dans les paroles qu'ils ont appris. Non, c'est pas ça qui reste, c'est l'aventure du groupe qu'on a connu ensemble. C'est comment aussi j'étais généreux avec l'autre pour lui permettre de bien jouer son personnage, puis l'expérience forte qu'on a eue, le stress qu'on a partagé ensemble, comment on s'est soutenu, et tout ça que j'applique dans d'autres sphères de ma vie. C'est ça qui compte, c'est ça qui reste. Oui, puis c'est vrai qu'on n'évalue pas ça. On n'évalue pas ça. Oui, le savoir-être. Oui. Savoir-être, savoir... Puis c'est drôle, ça me ramène aussi, j'ai envie de parler de ça avec toi, tu sais, même quand on rencontre quelqu'un, des fois, pour la première fois, on a tendance, l'humain, à dire qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine. Puis moi, une fois, il y avait une amie qui m'avait demandé, je revenais de voyage, puis elle m'avait demandé, t'as-tu été la femme que tu avais envie d'être? Hey, ça m'avait tellement marqué. Je dis, voyons, t'es bien intense, tu sais. Mais au final, tu sais, elle, c'est... Tu te sentais bien dans ton week-end? Est-ce que tu étais bien? Est-ce que tu étais... Ben, à mon avis, c'est la question de fin de vie. OK. Tu sais, ben effectivement, as-tu été la personne que tu voulais être, que tu souhaitais être, et non pas... Qu'est-ce que tu as fait le dans ta bilan de vie? ce que tu as fait. Hey, j'adore le pont que tu viens de faire. Ouais. C'est pas le bilan de ce que tu as fait. Ouais. Tu sais, moi, que j'ai écrit 8 livres, 12 ou 15 ou 22, c'est pas ça. C'est les quelques personnes, puis même le nombre de copies vendues. C'est pas le nombre d'exemplaires vendus. C'est 3-4 témoignages de personnes pour qui ça fait une différence. Mais ça vaut des centaines et des centaines d'exemplaires. Tu sais, c'est pas ça. Là. Ce que tu as laissé sur ton passage... Hey, t'as tellement raison de me ramener à ça, ça revient que c'est des questions qu'on va se poser. Est-ce que j'ai été celle que... Puis c'est de ça qu'on se rappelle, tu sais. Ouais. Puis, peu importe le matériel qu'on a accumulé dans notre vie, si on avait une richesse, ça aussi, ça m'avait marqué, François, ça me fait penser à ça. T'allumes plein de choses chez moi. Quand j'ai été voir mon père à l'hôpital cette année parce qu'il y avait eu des pierres au rein, puis d'ailleurs, dans la chanson de Carl Tremblay, il dit aussi un peu ça, il n'y a qu'une seule justice sur cette terre, tous égaux au cimetière. Ben moi, mon père à l'hôpital, c'était ça, tous égaux à l'hôpital. Rendu là, tout le monde en jaquette d'hôpital, chacun dans leur lit, là. C'est plus important qu'est-ce que tu faisais comme carrière. Le poste que tu occupais. Qu'est-ce que tu sais, on se ramène là à, tu sais, en tout cas. Comprends-tu que la mort, quand je il y a quelque chose de beau... qui connaissent la chanson de Carl Tremblay, c'est sûr. Là, moi, ces paroles-là, là, en tout cas... C'est ce que je disais tantôt, qu'il y a de la beauté dans la mort. Pour moi, c'est ce que tu me dis, c'est beau. Tu sais. Puis c'est au moment, à la fin de vie, qu'on le réalise pleinement. Là, tu sais, puis qu'on le voit et qu'on le sent là, par rapport à ça. On parle de fin. Tantôt, on faisait un parallèle avec la fin de ma carrière. Je me suis posé la question aussi, est-ce que j'ai réussi ma carrière? Puis la réponse est oui, mais je n'ai pas de résultat à te donner. Elle est oui, parce que j'ai fait ce qui me semblait important pour moi. Oh, wow. Puis je pense que c'est une philosophie qu'on doit avoir. On doit faire les choses non pas pour les résultats, non pas parce qu'on est sûr qu'on va obtenir le résultat qu'on veut. On le fait par conviction, on le fait parce que c'est important. Puis j'ai dit ça à une fille cette année, une élève, parce que c'était pour un projet d'Amnesty International. Elle dit oui, mais ça ne marchera pas peut-être. Puis de coup que les gens, il n'y a pas de réception, de coup, moi même, de coup qu'il n'y a personne qui achète le livre, tu sais. J'ai dit non, c'est pas ça que tu as posé comme question. Tu as posé la question, c'est-tu important pour toi? Si oui, ben tu as juste agi, puis c'est là que le détachement, puis tout ça qui est important. Puis je faisais un parallèle avec ses parents. J'ai dit, si quelqu'un s'apprendrait à toi, quelqu'un s'apprenait à toi, là, est-ce que tes parents, ça serait quoi la réaction de tes parents?
tes parents prennent ta défense. Là. Bien sûr. Peu importe Bien sûr. la force de l'agresseur. Mm. Hein? Puis tes mères, il y a quelqu'un Oui. qui s'en prend à ton enfant, c'est spontané, tu réagis. Réflexe. Tu réagis non pas Ouais. parce que tu es sûr de le défendre, non pas parce que tu es sûr du résultat. Tu n'as même pas évalué ton rapport de force. Tu le fais parce que c'est important. Mm. C'est vrai, le parallèle est là. Puis même dans le milieu là, éducatif, j'ai c'est ça. envie, encore une fois, de te dire que ça me ramène à pourquoi je fais ce podcast. Mm. Tu sais, j'ai eu cette réflexion-là qui a passé très rapidement d'un coup que j'ai pas d'auditeur. Mm. D'un coup que ça marche pas. Mais Ouais. c'est un projet qui était plus grand que moi, puis je le sentais très fort à l'intérieur de moi. Donc après, je le vis dans le présent, dans tout ce que ça peut... Puis moi, je t'ai pas posé de Puis je suis questions plus non plus sur responsable les auditeurs ou C'est ce que ça. tu es rendu. Pour Puis moi, je suis plus ça... responsable après de ce qui advient avec ça, dans le sens où c'est ça, tu sais, on est... Ah, ouais. faut, en tout cas, ça serait avantageux de se détacher de tout ce qui, je dirais, la mentalité de comptable. Là. Mhm. Tu sais, Puis, on a été drôlement influencé dans le domaine de l'éducation avec cette mentalité-là, tu sais, avec des objectifs, des cibles. Hein. On y allait avec des cibles, là, alors qu'on passait complètement à côté de la mission de l'école. C'était encore un peu comme ça. Oui, oui. Oui, effectivement. Puis encore là, c'est drôle, aujourd'hui, j'ai plein de livres, moi aussi, qui me viennent en tête. Là, ça me fait penser au Petit Prince, qui dit les adultes aiment beaucoup les chiffres. Tu vas leur dire, regarde la belle maison avec le beau, tu sais, puis l'adulte, il va regarder ça. Mais si tu lui dis, regarde la belle maison qui vaut 2 millions de dollars, ah, comme c'est joli. Oui, oui. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est encore une fois, souvent, c'est la peur d'échouer, la peur de pas avoir le contrôle, tu sais. Oui, c'est tous les la thèmes mort, que tu vas voir c'est dans ça, le livre, c'est ça. Tu vois tout... La mort, c'est comme... C'est une perte de contrôle qui est obligatoire, là, tu sais, puis c'est quelqu'un qui est toujours en contrôle de tout, en fait, qui l'a été toute sa vie. Probablement que pour cette personne-là, ça va être encore plus difficile de... Ben oui, ça va être dur. Pour ça que je dis, on a toute une vie pour se préparer à mourir, là. Parce que, effectivement, ça on a appris tout au long de notre vie à se détacher, à lâcher prise, à laisser aller. Puis là, je ne peux pas dire, c'est pas être insouciant ou être indifférent. Bien au contraire. Non, c'est ça. C'est de le faire, on est beaucoup plus conscient, donc on n'est pas indifférent. Ça nous permet d'être conscient, par contre, sur ce qui compte, ce que je disais tantôt. Oui, de se ramener toujours à ça. Ouais. Ah, c'est tellement beau, François, là. Hey, on est pas mal déjà rendus à la fin, puis j'ai envie de te demander si tu aurais comme quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit. Tu sais, là, on a beaucoup abordé la thématique de la fin, la fin de vie. Puis c'est drôle, on dit la fin, mais la fin peut être un commencement aussi. Oui, effectivement, on sait pas. Puis tu sais quoi, quand tu m'as... tu sais, je veux pas dévoiler de punch, mais quand on a eu une discussion avant, quand je t'avais demandé si tu voulais venir sur le podcast, tu avais quand même pris le temps de m'écrire un petit texte. Oui, de la petite citation de la fin. Oui. Puis moi, ce que j'en avais compris, tu sais, on a-tu le droit de... Oui, puis de toute façon, les gens vont comprendre et que c'est nécessaire de le lire du début à la fin pour justement bien se nourrir de cette finale-là. Parce que c'est pas un genre de livre qu'on peut sauter des passages. Là. Non, c'est pas ça. mal serré. Là. Moi, ce que j'avais compris, en tout cas, à travers ce petit passage-là, c'était comme si, tu sais, et si la fin, dans le fond, avait été le début aussi, tu sais, dans le fond, peut-être que notre naissance était une forme de mort dans un état avant. Bien, c'est une forme de mort. Tu n'es plus présent dans le ventre de ta mère. Là. Tu n'es plus là. Puis ça te tentait pas nécessairement de sortir non plus. Puis tu savais pas ce qui t'attendait non plus. Là. C'est pas... Tu sais, si on va plus loin, il y a des nouveaux-nés qui naissent plus vite que l'autre, qui ont moins de résistance. Donc, c'est intéressant de faire des parallèles avec tout ça. Donc, est-ce que tu vas avoir un lancement, François, pour ce Oui, j'ai un lancement le 26 septembre à l'école secondaire d'Oka. Et c'est drôle parce que
c'est une fin pour moi aussi. C'est la fin de ma carrière en temps plein parce que... C'est là que tu prends ta pré-retraite? Oui, c'est là que je prends ma pré-retraite aussi en même temps. Là. Puis je ne cacherai pas rien à personne. Je me suis écrit un livre à moi. Hein. C'est que j'écris ce que j'avais besoin de me dire, de me convaincre. Parfait. C'est souvent cordonnier mal chaussé. Je vais avoir l'humilité de dire que non, je suis en train de travailler ce qui est dessus, puis j'ai besoin de me relire des fois parce que j'en oublie, puis je me fais prendre. On a tellement d'influence autour de nous qui nous tire à l'extérieur de ça. Je ne suis pas imperméable, donc je me fais influencer. J'oublie ce que j'ai écrit moi-même. Là. Quelqu'un pourra dire « Ouais, il me semblait que tu avais écrit ça. » Ouais, tu me fais bien de me ramener. Hein? Mais parce que j'ai tendance à retomber, on parlait des pensées tantôt, dans mes pensées erronées, dans mes conditionnements, à confondre la réalité avec mes conditionnements, dans toutes sortes de mes interprétations, dans les résultats de la mentalité. Oui, ça. Il y a personne de parfait. Mais je m'accepte comme ça. Puis je le reconnais parce que ça m'aide. Reconnaître ses erreurs, se reconnaître imparfait, faire en sorte que quand on gaffe, on fait. On s'auto-flagelle pas. Là. Ça fait partie du processus, tout simplement. Ah, moi, je trouve ça beau quand c'est pas parfait. Là. J'adore ça. Autant les humains que les arbres, les plantes, tout ce qui est en vie. Tu regardes, tu vas te promener dans la nature, là, je veux dire... on est attiré parce qu'il est imparfait. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, souvent, je vais regarder un arbre, puis bon, tu sais, il y a une branche de cassée, nanana, mais c'est ce qui raconte aussi son histoire, là, tu sais, de tout ce qu'on regarde. Donc, moi, ce que j'entends de ça, c'est que tu t'es fait un cadeau. Oui. Puis ça, j'aime ça, parce qu'on revient à l'amour, puis là, ça me rappelle l'amour de soi. Oui. Pour être capable, après, de transmettre. On part de... Et un amour de soi détaché. Quand je disais, il faut apprendre à s'aimer détaché, oui, parce que des fois, on peut avoir un amour de soi qui et là, ça nous apporte pas autant de liberté. Là. Fait qu'un amour de soi détaché fait en sorte que, ben oui, on peut me critiquer, on peut ne pas aimer des traits de ma personnalité et tout, puis c'est bien normal, puis ça me suscite pas de colère, puis non, c'est tout à fait normal, tu sais, moi-même. Puis peut-être une petite affaire en terminant, puisque tu parles d'amour de soi, on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup l'estime, surtout chez les jeunes, mais même partout, à partir de nommer des qualités, nommer les bons côtés, les enfants de la mère. C'est pas ça, s'aimer. Ça, c'est facile. On aime, tout le monde aime les bons côtés. S'aimer soi-même, c'est s'aimer avec ses travers, s'aimer avec ses défauts, puis être capable d'identifier, de les nommer ses défauts, puis de les accueillir, puis d'être bienveillant envers nos défauts, puis de dire, j'ai ça, je vais retravailler ça, puis je vais améliorer. Mais de leur accorder autant de place, autant de bienveillance que nos qualités. Mais serais-tu d'accord pour dire que pour faire ce que tu dis, il faut être capable de se visiter dans sa vulnérabilité? Ben oui, puis s'accepter. Parce que la vulnérabilité, c'est pas toujours facile. Tu aurais pu me dire, oui, plus de temps, nomme-moi tes vulnérabilités. Je te les aurais nommées aussi avec autant d'aisance que je t'aurais nommé mes forces. Puis ça fait partie de moi, tu sais. Ben oui, je dis, c'est ma vulnérabilité aussi là-dedans. J'ai écrit pour essayer de me convaincre, effectivement. Là. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais lire ça. Tu sais, c'est ça, j'avais vu des petits passages, mais c'est sûr que je vais le lire avec amour. Hey, on va finir avec ce mot-là. Puis je t'en souhaite, je m'en souhaite, je nous en souhaite que l'amour continue à guider dans tout ce qu'on est. On va remettre ça au mot être, dans ce qu'on est, dans ce qu'on traverse, parce qu'on est dans des années pas nécessairement faciles dans tous les domaines. Puis mais moi, j'ai confiance en toi, qu'effectivement, après ta lecture, tu sais, le moment de grâce que tu as ressenti de notre rencontre, tu vas sentir comme une grâce à ta lecture, où tu dis, hey, fais du bien, il me semble que c'est ça, j'ai envie de m'aimer, là, tu sais, mais avec tous mes travails, avec tout ce que je suis, là, tu sais. Ah oui, complètement. Pour après ça, être passeur. Toi, attends, t'as pas dit passeur, t'as dit un canal tantôt. Parce que c'est ça, je suis aussi... Le mot passeur était bon aussi. C'est un mot passeur que j'ai utilisé aussi là-dedans. C'est correct. Là, tantôt, c'est le canal qui m'est apparu. Oui, c'est ça. Ouais. Ah ben merci François. Merci à toi, c'était un énorme plaisir. Oui. Donc, merci de nous avoir écoutés. Donc, François Gervais qui est avec moi. Si jamais vous voulez vous procurer son livre « S'ouvrir à la lumière », sachez qu'il y en a aussi d'autres, même si ça ne définit pas qui il est d'avoir écrit des livres, on le dit pareil.
Oui, puis Qu'on avait... si les gens veulent, c'est gratuit, j'ai une page d'auteur Oui, Facebook c'est ça qui qu'on avait s'appelle dit. Savourer la vie. Oui, Savourer Et la vie sur Facebook. Je publie, des pensées à chaque semaine, des extraits là, de mes livres. Il y en a, je pense qu'il y a à peu près 800 citations. Là, fait que les gens en auront pour Oui, longtemps. puis là, nous, on est sur YouTube, on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify, le podcast À ton chevet. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre, en fait, et en vous abonnant là, à nous. Et on a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle À ton chevet podcast. Et il y a une adresse courriel, atonchevet@commercialgmail.com. Si jamais vous avez envie de participer au podcast, que vous avez une histoire de deuil à raconter, une histoire de perte d'un être cher, moi, je vais vous répondre le plus rapidement que je peux, puis avec tout mon amour, encore une fois. Donc, on vous dit à mardi prochain pour un nouvel épisode, puis encore une fois, merci François. Merci à toi.